Bonsoir, je viens de relancer ce live sur rmiinfo.com. Excusez-nous pour ces soucis techniques. Le temps d'avoir le président Ould Mouloud et nous pourrons répondre à l'ensemble de vos questions, à vous qui nous regardez à Nouakchott, à Paris ou partout ailleurs. Nous aurons la participation de diverses personnes dans le cadre de ce live avec le président Mohamed Ould Mouloud, le président de l'Union des forces du progrès. Merci Sarafina Khan d'être la première à revenir ici. Vous êtes déjà très nombreux à être là avec nous. Voilà, dès que le président Mohamed... Voilà, je le rajoute. Il va être parmi nous dans un instant. Donc, l'ajout est en cours. Encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous. Merci Adam Sis, merci Baba Jafar. Bonsoir, le président Ould Mouloud. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vous entend parfaitement. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Je vais augmenter le son pour être sûr d'entendre tout ce que tout ce qui doit l'être. Je disais tantôt bonsoir Braza Khan, bonsoir à tout le monde, bonsoir Mohamed Saïd, Boulicheyin qui nous regardait je ne sais où. N'hésitez pas à nous dire d'où est-ce que vous nous regardez. Le président Mohamed Ould Mouloud répondra à nos questions, mais il répondra également à vos questions sur les différentes thématiques, sur les différents sujets qui occupent l'actualité mauritanienne de ces derniers jours. On va commencer dès à présent. Ceux qui vont nous rejoindre le feront au cours de la route. Braza Khan va animer la seconde partie. Je salue mon collègue ici, Aliba. Bonsoir et bienvenue parmi nous également. On aura la participation des personnes qui souhaitent donner leur avis un peu sur l'actualité, mais qui pourront également s'adresser directement au président Mohamed Ould Mouloud pour lui poser ces questions. Libre à lui, évidemment, d'y répondre. Et bonsoir Ali Geke qui me dit bonsoir Saïdou. On vous salue depuis l'Île-de-France. Bienvenue parmi nous. Et Mohamed également, bienvenue parmi nous. Bienvenue dans ce live politique. Nous recevons, comme vous le savez, ce soir un éminent politique mauritanien, Mohamed Ould Mouloud, le président de l'Union des forces du progrès. Cette première partie en français sera suivie d'une seconde, sans interruption du live. Cette partie sera animée par Braza Khan, qui posera des questions à Hassania, au président Mohamed Ould Mouloud, qui aura le loisir d'y répondre. Bonsoir également Sidi Mohamed qui nous regarde depuis Nouakchott. N'hésitez pas à nous dire depuis d'où vous nous regardez. Avant de poser les questions au président Mohamed Ould Mouloud, on va rappeler quelques faits d'actualité qui ont marqué en tout cas la vie politique de ces dernières semaines, de ces derniers mois. La première, en l'occurrence, c'est la signature du pacte républicain conclu entre le gouvernement mauritanien, l'Union des forces du progrès, donc le parti de Mohamed Ould Mouloud, le Rassemblement des forces démocratiques et le parti El Insaf. C'était le 22 septembre 2023. Cet accord qui se décline sur 8 points a pour finalité d'améliorer la condition de vie des populations accédant librement aux services publics de base, notamment à la santé, à l'éducation et à l'emploi. Deuxième fait d'actualité, c'est le 20 février 2024, le bureau de l'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire du député Biram Ould Abeid suite à une plainte déposée par Mohamed Ould Mouloud pour diffamation et calomnie. Nous allons également revenir sur ce fait d'actualité avec le président Mohamed Ould Mouloud, invité de ce live, invité exceptionnel, j'ai envie de dire. Enfin, le premier tour des élections présidentielles de 2024 aura lieu le 22 juin. Comment se préparent les partis? Comment se prépare l'IFP? Mohamed Ould Mouloud répondra ce soir à toutes nos questions et vous aurez également le loisir de vous adresser à lui directement dans le cadre de ce live. Actualité oblige, Mohamed Ould Mouloud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Merci.
Merci pour votre invitation. Alors, actualité oblige, notamment le vice-président de l'IFP, Logourmo, a déposé plainte contre Biram Dahabit à votre nom, plainte qui a fait que son immunité parlementaire aujourd'hui est levée. C'est un fait rare qu'un opposant poursuivre un autre opposant. Alors, Biram a-t-il raison ou tort? Avez-vous reçu de l'argent comme cité par Biram Dahabit? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, je vous remercie pour votre invitation qui me donne l'occasion de clarifier des problèmes qui sont l'objet d'une grande controverse actuellement dans la scène politique et médiatique. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer tous vos téléspectateurs. Ils sont nombreux, merci. Je vais répondre à vos questions en toute franchise, sans langue de bois, parce qu'il est nécessaire quand même que tout le monde sache exactement ce qu'il en retourne dans toutes ces affaires-là que vous allez évoquer. L'affaire de la plainte contre le député Biram est intervenue dans un contexte qu'il faut rappeler. Depuis quelques mois, le député Biram a décidé de prendre pour cible l'UFP. Et il a inauguré cette campagne contre l'UFP qui peut être constatée facilement par tous ceux qui suivent ces multiples conférences de presse. Elle a été inaugurée par une accusation extrêmement grave lorsqu'il a dit, une accusation calomnieuse, bien sûr, que l'UFP, ou que disons, l'UFP, ce n'est pas exactement l'UFP, mais que moi-même et mon mouvement, c'est-à-dire le MND, nous avons incité le Taïr à exécuter les officiers putschistes de 1987. Et qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est vrai ou c'est faux? Je dois dire que cette accusation est d'autant plus surprenante qu'elle vient de quelqu'un qui n'a jamais manifesté la moindre opposition au racisme d'État qui a commencé en 1987 et cela jusqu'à ce qu'il a fondé son organisation IRA en 2008, c'est-à-dire pendant plus de 20 ans. Deuxièmement, de quelqu'un aussi qui certainement ne connaît pas du tout les circonstances des événements de l'époque. Sinon, il aurait su que son accusation est totalement fallacieuse, c'est-à-dire qu'elle ne peut même pas être crédible parce qu'à l'occasion, à l'époque, nous étions dans l'opposition. On n'avait pas du tout de lien de familiarité ou de conseil à donner au président du comité militaire de l'État. Troisièmement, que nous sommes les seuls à avoir dénoncé et à avoir mis en garde le pouvoir de mettre en œuvre sa décision en réaction à la tentative de coup d'État de mater la communauté Halpoula, comme l'avait fait Sékou Touré, disent-ils, contre les peuples de Guinée. Cette décision a été prise en réaction au lendemain de cette tentative de putsch et nous avons fait sortir une déclaration justement pour alerter sur cette orientation et mettre en garde le pouvoir de la mettre en œuvre, ce que finalement, contrairement à ce que nous avons suggéré, contrairement à ce que nous avons conseillé dans cette déclaration, le pouvoir s'est engagé dans cette dérive raciste et c'est ce qui va aboutir à l'épuration
ethnique de l'armée, ce qui va aboutir au massacre, ce qui va aboutir à des événements douloureux Donc, vous de 80. réfutez cette première accusation. Comment? Donc, vous réfutez cette première accusation que les Mais PID elle auraient... n'a aucun sens d'être crédible parce que même à l'occasion de cette déclaration, le pouvoir ne s'est pas trompé du sens de cette déclaration et nous a interpellés. Moi-même, j'ai été interpellé à la suite de cette déclaration. Donc, c'est une calomnie, ce n'est pas une accusation, c'est une calomnie qui visiblement vise à nuire au parti et vise à induire en erreur tous les gens, tous les jeunes qui ont actuellement 32 ans, donc qui ne connaissaient rien de cette période. Mais je sais évidemment que tous ceux qui ont vécu la période savent très bien que c'est fallacieux. C'est pourquoi nous trouvons un intérêt à la démentir, parce que la majorité du peuple mauritanien qui est jeune ne connaît pas les circonstances. D'autant plus que c'est nous qui avons donc fait cette déclaration contre cette orientation anti-PEL, mais c'est nous aussi qui nous sommes opposés aux événements de 89 et nous avons par la suite payé de nos personnes. Moi-même, Gourmou et moi-même avons été en exil parce que nous nous opposons à l'orientation de raciste du pouvoir. Nous-mêmes, nous avons été révoqués de la fonction publique pour nous punir de cette attitude. Qui d'autre avec nous? En 1989, durant les événements, des massacres ici dans les quartiers de Nouakchott, c'est nous qui nous mobilisons pour essayer d'organiser des groupes pour protéger les familles négro-africaines. C'est nous qui avons fait sortir en avril 1989 une déclaration condamnant ces événements. Je ne crois pas qu'il y ait un mouvement qui ait fait ça en dehors du MDI, de conscience et résistance plutôt. Donc, c'est quand même honteux pour quelqu'un qui se dit politique de pouvoir dire des allégations, des calomnies comme ça. Voilà ce qui... Donc, par rapport à cette accusation qui nous a beaucoup surpris, qui nous a beaucoup indignés, nous avons demandé au député Birame de s'excuser, de démentir ça. Et il a... Par rapport à quelle accusation? L'accusation d'avoir reçu de l'argent ou l'accusation d'avoir donné le feu vert? Je vous ai dit parce qu'il faut comprendre le contexte de la plainte. Oui. Je vous ai dit que lui, il a commencé une campagne depuis 10 mois ou depuis 8 mois, au lendemain des élections passées, et il a inauguré par cette accusation très grave. Nous lui avons demandé de s'excuser par rapport à ça, de retirer cette accusation publiquement. Il a fait semblant qu'il va voir, etc. Mais en fait, il a refusé. Il a refusé totalement de s'excuser par rapport à cette accusation fallacieuse, cette calomnie. Et il a poursuivi dans toutes ses conférences de presse ses attaques spéciales contre l'UFP en nous indexant parmi tous les partis d'opposition et de plus en plus en ciblant le président de l'UFP. Donc, c'est dans ces circonstances qu'est intervenue sa reprise de parler des contributions aux élections de 2019, où il a dit que moi j'ai été, qu'on m'a donné 500 millions plutôt. 500 millions. Ouais, par un homme d'affaires. Évidemment, nous n'avons jamais eu une somme pareille de qui que ce soit, comme je l'ai déjà déclaré. Est-ce que vous avez eu moins que ça? De la part d'un donateur quelconque. Est-ce que vous avez eu moins que ça? Autant d'argent. On n'a jamais même eu le 10e de ce qu'il a. Mais est-ce que vous avez eu moins que ça? Est-ce que vous avez eu, c'est pas moi, 1000 ouguiya ou 10 000 ouguiya de la part non, le problème n'est pas au niveau du fait de recevoir. Tous les candidats peuvent, selon la loi, peuvent obtenir, peuvent solliciter des contributions, des donations parmi les donateurs. C'est comme ça qu'on fait les élections. On n'a pas d'argent.
Donc, ce sont mais la seule chose qui est exclue, ce sont les contributions de donateurs étrangers, que ce soit des pays ou des individus. C'est ce qu'interdit la loi. Mais les concitoyens, les citoyens doivent nous aider. Donc, chacun. C'est normal, c'est normal. Et peut-être que ça aussi, normal. Monsieur Oumoulou, oui, on n'en est pas là. Je vais quand même dire que lors des élections présidentielles 2019, vous étiez le seul homme politique à faire une déclaration publique de patrimoine. Voilà. Les autres l'avaient fait, mais voilà, c'était dans le cadre également de la loi, mais ce n'était pas rendu public. Vous avez choisi de le rendre public. Aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que vous avez reçu de l'argent, vous ou votre parti, d'hommes politiques mauritaniens, ce qui est tout à fait encore légal? Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Est-ce que vous en avez reçu? Et combien? Vous me permettez de finir pour que vos téléspectateurs ne comprennent pas le fil. Oui. Pourquoi nous avons introduit la plainte? Après, je reviendrai à votre question. Ça marche. Nous pensons que ce qu'il a dit a pour objectif encore de nuire. Pourquoi? Ce n'est pas le fait en soi de recevoir de l'argent qui est un problème. C'est le fait de recevoir une somme colossale lorsqu'on a organisé une campagne très pauvre. Moi, je me suis présenté à la dernière minute, vous le savez. J'ai été le candidat de l'UFP, du RFD, de l'UNAD et d'autres organisations, mouvements de jeunesse. Et notre campagne a été la plus pauvre de toutes les campagnes. Plus pauvre que peut-être que la campagne de Biran Koumili. Donc, si j'ai reçu 500 millions, il y a ici quelque chose qui ne va pas. Où est-ce que j'ai mis cet argent-là? Et donc, c'est de nature à provoquer ce que Biram lui-même a connu. Lorsqu'en 2020, il a été appris, à juste raison ou à tort, qu'il a reçu tant d'argent et que ses partisans ne l'aient pas vu dans leur campagne. Vous savez très bien qu'il y a eu une crise de confiance entre lui et tous ses amis. Certains de ses amis ont démissionné, l'ont quitté à cause de ça. Donc il a connu une crise interne de son mouvement à cause justement du fait de cette information sur l'ampleur de ce qu'il a reçu et de la pauvreté de sa campagne. Et depuis lors, chaque fois, il revient sur le sujet pour essayer de rattraper, pour essayer de convaincre les gens qu'effectivement, il n'a rien reçu, il n'a que reçu, comme il dit, que slarir, c'est-à-dire rien, ce qu'on donne en général à celui qui est aux gorges de mouton. Et donc, il connaît le préjudice que ça peut causer. Donc, nous savons très bien, et nous avons compris, que s'il vient réinsiste sur ça, et d'ailleurs, dans sa dernière déclaration, il m'a pris à témoin. Il a dit... Justement, vous dites que... il a reçu, il a dit, tel a reçu, Vlan a reçu 500 millions, il m'écoute. Donc, il m'oblige à devenir son témoin pour confirmer ou pour infirmer. Et donc, par conséquent, c'est devenu très grave pour nous. Nous avons des alliés qui étaient avec nous, nous avons des mouvements de jeunes qui étaient avec nous. Moi, mon parti ne doutera jamais de moi, mais les autres qui ne le connaissent pas, et même tous ceux qui sont impliqués dans notre campagne, comment ils vont voir ça? Donc, comme nous avons eu l'expérience de la calomnie qu'il a sur le coup d'État, sur le putsch la tentative de putsch de 87, et qui est vraiment fausse, il sait que c'est faux, il a refusé de s'excuser. Nous avons considéré que cette fois encore, il refusera de s'excuser. Si on lui demande de s'excuser, il ne le fera pas. Et qu'il vaut mieux porter plainte pour que la justice clarifie ce qu'il a dit. Pour qu'il n'y ait pas, on ne peut pas supporter un doute sur ce point. Alors voilà, je vais me permettre de résumer un peu. Je reviens à votre question. Oui, je vais me permettre de résumer un peu.
Oui, je vais me permettre de résumer un peu. Dans un premier temps, il y a eu, en tout cas selon vous, l'accusation selon laquelle votre mouvement MND à l'époque aurait donné son feu vert pour l'épuration ethnique qu'il y a eu en Mauritanie. Et donc, vous avez demandé des excuses. Il n'a pas dit l'épuration ethnique. Oui. Il a dit que nous avons incité, oui. Maouia à exécuter. Oui, vous avez demandé des excuses de la part de Biram Daabeid qui ne vous a pas fourni ces excuses. Dans un second temps, il y a eu cette accusation d'avoir reçu de l'argent. Vous dites également que vous n'avez rien reçu. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez maintenant répondre à la question, est-ce que vous avez reçu de l'argent, que ce soit de Bois Amatou, comme c'est dit, ou bien d'autres personnes, combien, pour qu'on puisse dégager cette question et passer peut-être à d'autres questions? Moi, j'ai déjà répondu dans une première réaction à ce qu'il a dit. J'ai dit que je n'ai jamais reçu de qui que ce soit, ni la moitié, ni le tiers, ni le quart, ni même le dixième de ce qu'il a prétendu que j'ai reçu de la part de cet homme d'affaires. Peut-être qu'il y a une somme, ce sera plus simple. Donc voilà, je pense que la réponse est claire. Non, une somme peut-être ce sera plus clair. Je réponds. Je pense que vous avez un directoire de campagne. Non, je réponds directement. Oui. Je réponds directement à l'accusation concrète. Ouais. Je ne réponds pas à d'autres questions. Maintenant, c'est moi qui vous pose la question. Maintenant, c'est moi qui vous pose la question. Est-ce que vous avez reçu et combien? Parce que c'est légal aussi. Vous avez le droit de recevoir. Nos comptes de campagne peuvent être vérifiés. Je ne les ai pas en tête, mais les comptes, nous avons une comptabilité très claire sur notre campagne. Nous avons une comptabilité, nous avons des papiers, nous avon des choses, et les autorités compétentes peuvent aussi vérifier. Est-ce que là, Monsieur Mouloud, est-ce qu'on est en droit de dire que oui, vous avez reçu parce que c'est correct d'en recevoir et qu'on saura peut-être la somme plus ultérieurement, c'est peut-être le parti ou vous-même qui ont reçu, même si ce n'est pas les sommes que Biram Daabeid dit. Mais la question n'est même pas là. Tout le monde doit recevoir. Personne ne peut faire une campagne sans recevoir des aides pour ça. Ouais, ça va de quoi. Ouais. Donc, ce n'est pas... deuxièmement, moi, je suis le seul candidat qui, avant la campagne, a fait une déclaration de ses biens. Et pas devant une commission, devant vous tous, devant l'opinion publique. Effectivement. On peut vérifier aujourd'hui qu'est-ce qui a changé. Rien n'a changé, sauf peut-être qu'un terrain que m'a donné l'université, j'ai dû le vendre. Et le reste de son financement est dans mon compte actuel. Juste quand même, vous pouvez reprendre. Oui. Attendez, vous pouvez reprendre. Vous pouvez reprendre ma déclaration de biens et vous verrez que rien n'a changé, sauf ce que je viens de vous dire. Non, je n'ai plus de voiture. C'est un autre sujet. Voilà, donc, pour vous dire que ce qu'il tente de faire pour nous faire connaître la même situation que lui, il a connue, ne tient pas du tout, malheureusement, pour cette tentative et ne sert à rien. Mais nous sommes contraints, nous avons été contraints pour qu'il n'y ait pas un doute au niveau de l'opinion publique et au niveau de nos alliés. C'est ma question suivante. On ne peut pas, sinon, s'il n'y avait pas ça, et si lui aussi n'avait pas insisté pour dire Vlan m'écoute en m'indexant de tous les candidats de 2019, et s'il avait montré une bonne volonté pour corriger ce qu'il a dit dans la calomnie qu'il nous avait adressée il y a quelques mois sur le putsch de 87, c'est sûr que nous lui aurons demandé encore de corriger une deuxième fois et nous n'aurons pas déposé de plainte. Mais on a vu qu'il n'y a aucune possibilité. Je vais juste poser une dernière question pour clore peut-être cette partie qui concerne l'argent. Est-ce qu'on peut dire que vous avez effectivement reçu de l'argent, mais pas 500 millions? Est-ce que c'est de Bois Amatou? Non, mais je vous ai parlé, je vous ai dit, moi je n'avais pas d'argent.
avant pour faire la campagne. Donc, bien sûr que j'ai reçu de l'argent pour faire la campagne. Voilà qui est clair. Voilà qui est clair. Donc, si les gens qui veulent plus de précision, il faudra peut-être les chercher. Monsieur Oulmouloud, Mais les précisions, les comptes de campagne, il y a une administration qui peut vérifier les comptes de campagne, il y a la comptabilité, les recettes, les dépenses, la commission, etc. Mais ça, c'est pas moi qui vais vous déballer ça. Oui. Effectivement, et en plus, je suppose que vous n'allez pas vous avoir tout le temps ces chiffres en tête, même si vous êtes un éminent économiste, encore une fois. Non, je suis d'ailleurs, ça ne demande pas d'être économiste, mais je suis pas économiste. Désolé. Je suis plutôt le chef d'un parti, c'est tout, qui a été candidat. Oui. Sur le plan académique, je suis plutôt un historien. Un historien. Alors, c'est important d'apporter ce correctif. Alors, on va poursuivre. Biram David dit que votre plainte émane du pouvoir du régime en place et certains commencent à le penser. Qu'apportez-vous comme réponse à cette encore accusation? Bon, il y a des gens qui veulent calomnier le parti, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et lui, quand même, il avait le choix de se rendre compte qu'il a fait une erreur grosse, grave, contre un parti, contre des personnes, et qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, attenter aux droits des gens n'est pas convenable. Vous défendez les droits de l'homme. Est-ce que le fait de porter atteinte à l'honneur de quelqu'un injustement est quelque chose d'acceptable? Et lorsqu'on vous demande de corriger, vous persistez et vous dites je refuse. Dans la conférence de presse, nous savons qu'il ne va pas s'excuser, qu'il ne va pas revenir sur ce qu'il a dit. Il a en fait un point d'honneur de persister dans l'erreur. On n'a pas demandé, mais quand même, dans la conférence de presse de mes avocats, ils ont dit que nous avons porté plainte, mais que si Biram reconnaît son erreur et qu'il reconnaisse qu'il n'a rien, qu'il n'a aucun élément de preuve pour soutenir ces allégations, eh bien nous allons retirer la plainte. Donc, pourquoi, comme disait, chercher la petite bête aux gens, ça c'est un complot ourdi contre moi, mais c'est très simple pour déjouer le complot. Si vous n'avez pas de preuves, dites-le, et le complot s'effondre, nous allons retirer notre plainte, il n'y a pas de complot. Mais décidément, si vous avez envie d'utiliser cette affaire comme argument de campagne électorale et de jouer au Sonko pour attirer les sympathies, moi je suis de vous victimiser, c'est une stratégie de campagne, mais c'est très loin de la vérité, c'est très loin de l'honnêteté politique, parce que vous savez très bien que c'est faux. Pourquoi vous savez que c'est faux? Vous savez très bien que l'UFP, que le président de l'UFP, que Gourmaud, que toute l'équipe de l'UFP et tout le parti de l'UFP n'a jamais, comme certains, participé à des complots comme ça. Toute notre action est claire. Lorsque nous dialoguons avec le pouvoir, nous dialoguons très clairement, et ce n'est jamais pour notre intérêt personnel. Ce n'est pas pour avoir de l'argent, c'est pas pour avoir de l'argent. Et le résultat de ce que nous avons fait, c'est ça, c'est le pacte. Et d'ailleurs, je considère que le temps est en train de s'épuiser sans qu'on parle du pacte. On va revenir au pacte tout à l'heure, mais quand même, la plainte et le timing, l'élection présidentielle qui s'approche, comment dire, est-ce que le timing il est bon? D'autant plus que Biram David, même si ce n'est pas la première fois qu'il le dit, moi je me rappelle il y a longtemps qu'il avait déjà apporté et parlé de cette histoire d'argent. Pourquoi maintenant? Et pour poursuivre ma question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous avez presque dépassé le stade de maslaha? Je vous ai dit qu'il ne cesse de parler de cette affaire
parce qu'elle lui a créé beaucoup d'ennuis. N'est-ce pas? Oui. Sinon, pourquoi il en parle tout le temps? Et si elle lui a créé beaucoup d'ennuis, pourquoi il voudrait que l'UFP vive les mêmes ennuis? En faisant une déclaration fallacieuse pour mettre de l'embarras au niveau des candidats de l'UFP et du RFD et de l'UNAD, et pour donc créer des doutes, susciter un manque de confiance interne. Nous n'avons pas choisi le moment. C'est lui qui a choisi le moment de proférer une telle atteinte à notre dignité. Et qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse? On ne réagit pas parce que le moment des élections approche. Parce que lui, il ne doit pas être embêté on ne doit pas se plaindre de lui parce qu'il va être un candidat. Ce n'est pas notre affaire. Ça, c'est son affaire. S'il veut vraiment être un candidat aux prochaines élections, eh bien, il n'a pas à agresser les gens. Il n'a pas à porter atteinte à leurs droits. Il n'a pas à espérer que s'ils portent atteinte à leurs droits, ils vont dire non, le candidat Biram, il ne faut pas les gêner maintenant. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est lui qui a choisi le moment. Pourquoi il le choisit? Pourquoi il devient agressif à l'approche des élections? Est-ce que ce n'est pas une stratégie électorale? Donc, par s'opposer. Et donc, le fait de se victimiser, moi, je suis en complot, etc. D'abord, l'UFP n'a jamais trempé dans un complot. Jamais. Et lui, il sait ceux qui complotent parfois. Et ceux qui complotent contre l'opposition, à plusieurs reprises. Mais nous ne sommes pas là pour faire un déballage sur les... Justement, pour finir, pour clore cette affaire, nous pensons... Et vous retirez votre plainte. Nous pensons que le problème n'est pas le problème des élections, n'est pas le problème de la candidature de Biram. Ça, c'est son affaire. S'il veut que ce problème se termine aujourd'hui et d'avoir ses chances pour les élections, il peut le faire. S'il veut que le problème reste en suspens pour un intérêt électoral, il le sait aussi. Mais ce n'est pas notre affaire. Nous voulons tout simplement montrer à l'opinion publique que ce qu'il a dit n'existe pas. S'il le fait par lui-même, ça se termine. Les choses se terminent là. Nous, on n'a aucun objectif. Nous n'avons pas l'objectif du tout de le traîner devant la justice, ni de l'amener en prison. Ce n'est absolument pas notre objectif. Et nous ne le voulons pas. Mais s'il nous contraint, et nous a contraint à porter plainte contre lui, nous allons jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce qu'il a dit s'avère totalement faux. Et maintenant, je suis très étonné qu'ils disent s'il m'avait demandé, non, on lui a demandé pour une accusation plus grave de la retirer, il a refusé. Comment voudrait-il que nous espérions de lui qu'il va retirer encore une accusation comme ce qu'il vient de faire? On aura compris votre point de vue. En tout cas, vous avez apporté vos réponses sur ces questions. Nous allons passer aux questions concernant l'élection présidentielle. Comme vous le savez, nous sommes à 4 mois de la présidentielle. Vous avez engagé avec le RFD, le parti El-Insaf, le parti du gouvernement, un pacte républicain. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Eh bien, ce pacte, d'abord, a été proposé à tous les partis. Ils n'ont pas répondu avant les élections. Nous l'avons proposé au gouvernement. Il a accepté de discuter ça avec nous. Et nous sommes parvenus à un premier draft avant les élections. Nous n'avons pas voulu conclure pour qu'il n'y ait pas de confusion avec les enjeux électoraux. Et au lendemain des élections, nous avons repris les discussions. Nous avons introduit le problème de la crise électorale. Et le premier draft, nous sommes passés devant tous les partis pour leur proposer de s'ajouter à nous pour élaborer l'accord définitif et pour le signer avec nous.
Nous les avons tous contactés en juillet. Et 2 mois après, en fin septembre, ils n'avaient pas accepté de se joindre à nous. Ils n'avaient pas accepté de faire des propositions dans le contenu du pacte, que d'ailleurs beaucoup d'entre eux trouvaient satisfaisant dans le contenu. Finalement, nous avons considéré que le fait que le gouvernement adhère à ce pacte est un acquis et qu'il faut passer à la signature. Et après la signature, nous sommes retournés voir tous ces partis-là pour leur dire voilà le texte final. Si vous avez des amendements, si vous avez quel soit le fait de retirer un point ou d'ajouter un point, faites-le. Et je voudrais, pour vos téléspectateurs, pour vos auditeurs, rappeler que ce pacte intervient parce que à partir d'une analyse que nous avons faite, que le pays est en danger par rapport à sa situation interne, en danger parce qu'il y a beaucoup de facteurs de déstabilisation, les inégalités, les discriminations, la pauvreté, le chômage, la crise de gouvernance, mais aussi parce qu'il est encerclé par des crises violentes. La guerre au Sahara, la guerre civile au Mali et même au Sénégal, l'incertitude du lendemain. Donc, pour nous, la stabilité du pays dans ce monde trouble et dans cette région totalement instable est tout à fait nécessaire pour le pays. Mais on ne peut y parvenir que s'il y a des réformes profondes qui sont introduites. Et ces réformes profondes ne peuvent être introduites que s'il y a un consensus national politique pour les réaliser. Donc il faut chercher le consensus politique sur des réformes fondamentales. Et c'est ça le contenu du texte. C'est-à-dire 18 points pour le changement. Et je vais vous dire certaines de ces... je les ai sous les yeux, je peux vous avancer si moi-même, je veux simplement rappeler certains points pour montrer que l'attitude des partis amis de l'opposition n'a pas été judicieuse. Alors, monsieur Oulimoulo, je pense que, le pacte avec la feuille de route, elle est claire, elle est en ligne, tout le monde y a accès. Moi, je voudrais que vous me permettez, je voudrais que les auditeurs qui nous suivent et qui n'ont pas vu le texte, je veux rappeler seulement certains points, pas tout le texte. Je vais lire le premier point si vous voulez. Je vais vous lire le premier point. Je vais vous lire le premier point, comme ça on va aller. Laissez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi, je vais choisir 2 points ou 3 pour montrer l'importance. Alors, c'est d'une importance capitale. Permettez-moi 2 points ou 3. Premièrement, sur les élections. Conduire en urgence une profonde réflexion sur notre système électoral. Et le cas échéant, engager les réformes pertinentes afin de dépasser le contexte issu des dernières élections, activer les dispositions légales en matière électorale et prévenir tous désaccords électoraux à l'avenir. C'est-à-dire la crise électorale qui a eu lieu, la corriger. Et nous avons voulu que ce soit le premier point parce qu'on va vers des élections et pour que ces élections soient transparentes. Ensuite, on a dit, deuxième point, mettre en place un mécanisme crédible pour le règlement définitif des dossiers des droits de l'homme, c'est-à-dire le passif humanitaire, etc., et des injustices en suspens, et en tenant compte des efforts déployés et des actions entreprises par le passé afin de résoudre ces questions. Troisièmement, adopter des mesures concrètes visant à traduire dans les faits la diversité culturelle du pays dans l'espace public, notamment au niveau des médias, des programmes éducatifs et des événements officiels, en activant le statut constitutionnel de la langue arabe et en reconnaissant la vocation des langues Pulaar, Soninké et Wolof à accéder au statut de langue officielle. C'est du jamais vu. Ensuite, Monsieur le Mouloud, on aura compris. Oui. 30 secondes. Appliquer de manière stricte les dispositifs juridiques pénalisant les pratiques esclavagistes et racistes et les injustices à l'égard des couches marginalisées, ainsi que les discours incitant à la violence, au fanatisme et à l'extrémisme, au racisme et à la haine, et mettre en place un mécanisme national pour la prise en charge des victimes des pratiques sur-évoquées, y compris par l'adoption et la mise en œuvre de politiques nationales efficientes à même de réduire les inégalités sociales, conduisant ainsi à une discrimination positive en faveur de ces groupes.
Merci Un beaucoup. autre point. Alors, monsieur Mouloud, on n'aura pas le temps de lire tous les textes. Il y a une partie arabe qui va venir encore. Oui, 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 oui. Attendez, une seconde. On va quand même se reprendre un peu. Comment dire, le texte, il est disponible partout sur Internet. En tout cas, celui qui veut, celui qui a la bonne volonté, peut le trouver sur Internet. Nous, on l'a trouvé facilement à l'occasion de la préparation de cette émission. Mais ce que j'ai envie de vous dire, vous qui avez porté ce texte, vous qui êtes à l'opposition, pourquoi il n'y a que deux partis et le parti au pouvoir qui ont signé ce texte? Ça c'est la question. 18 points qui sont dans le texte, aucun point ne concerne l'UFP ou les RFD. C'est tous des questions d'intérêt national. Ce sont des propositions de réforme qui visent justement à régler les questions fondamentales dans le pays. Pourquoi cette attitude négative vis-à-vis de ça? Nous, en tant que parti d'opposition, on pensait que les autres partis d'opposition vont nous remercier, vont nous dire, bon, c'est que nous n'avons pas réussi nous-mêmes, voilà que vous nous l'apportez. Et ils vont contribuer à l'amélioration du texte. Ils vont contribuer surtout parce que nous avons, dans le texte, il est prévu qu'il y ait des ateliers ouverts à tout le monde, pour que chaque... Est-ce que ces ateliers ont commencé? Est-ce qu'il y a des bribes du commencement de quelque chose? Donc, les ateliers sont prévus. Oui, les ateliers, c'est des vœux pieux. Mais qu'est-ce que vous avez obtenu aujourd'hui à l'issue de cette signature? Est-ce que les choses ont commencé? Laissez-moi vous dire ce qui est arrivé. C'est que les ateliers prévus pour la mise en œuvre de ces points devaient commencer en octobre. Mais les autres partis d'opposition et certains partis de la majorité ont dit qu'ils ne veulent pas s'ajouter à ce pacte. Mais vous êtes allé seul. Et du coup, qu'en est-il aujourd'hui? Ils ne veulent pas assister et nous avons dû donner du temps pour les convaincre de s'ajouter à nous, de ne pas commencer sans eux. Et on a perdu donc 6 mois à les attendre. Maintenant, je pense que si ce que nous avons obtenu va signifier quelque chose, il faut que nous rentrions dans le vif du sujet. Et c'est pourquoi nous avons demandé à nos partenaires de commencer avec ceux qui veulent bien participer à la définition des mesures pour appliquer ces tâches. Sinon, elles vont rester de la littérature. Et nous ne voulons pas avoir... Aujourd'hui, est-ce que c'est pas resté donc ça au va stade de la littérature? Normalement, dans ces semaines-là, des ateliers vont commencer. Le temps qui était prévu pour ces ateliers va manquer parce que nous sommes au port des élections. Mais en tout cas, on va commencer à étudier ces différents points pour essayer de les mettre en œuvre. Avec ceux qui veulent bien participer. Est-ce que le pacte républicain aura un sens après les élections présidentielles? Bien sûr, parce qu'il est signé par le gouvernement, mais il est signé aussi par le parti majoritaire, le parti de la majorité. La majorité. Donc, s'il signe, au lendemain des élections, on ne peut pas savoir si elles sont transparentes qui va diriger le pays. Mais si c'est le même camp actuellement qui va prendre le pouvoir, qui va, disons, gagner les élections, eh bien, normalement, il va respecter sa signature. Maintenant, si c'est un autre candidat qui n'est pas concerné, il va trouver devant lui un accord d'intérêt national majeur et je vois mal comment il peut refuser d'en tenir compte. Monsieur Mouloud, est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle 2024? Donc, on passe à la question des élections. Oui, puisque vous l'avez abordé. Si le président élu trouvera D'abord, je voudrais dire que nous devons tous tenir à ce que les élections prochaines soient d'abord des élections transparentes, crédibles et acceptables pour tout le monde. Nous ne pouvons pas accepter de nous retrouver à nouveau dans une crise électorale dangereuse pour la stabilité du pays. Donc, toutes les parties doivent œuvrer
à ce qu'il y ait des élections transparentes et crédibles. Et d'ailleurs, l'atelier sur les élections qui est prévu ici doit commencer incessamment. Je pense que c'est une occasion pour tout le monde, ceux qui sont pour le pacte, ceux qui ne le sont pas, de discuter pour assurer que ces élections soient des élections transparentes et acceptables, dont les résultats soient acceptables pour tout le monde. Deuxièmement, ces élections aussi doivent être des élections de compétition entre les différents programmes pour résoudre le problème de la cherté de la vie, le problème du chômage des jeunes, du chômage de façon générale, pour résoudre le problème de la gabegie, pour résoudre le problème des inégalités et des injustices qui frappent les couches les marginalisées, et aussi toutes les menaces contre l'unité nationale, que ce soit le pacifisme humanitaire, que ce soit l'esclavage, etc. Ça doit être aussi des élections de compétition des programmes pour faire face aux menaces extérieures du pays. Et enfin, je pense que ce doit être des élections où on évite, où tout le monde doit éviter la polarisation ethnique, la polarisation tribale, la polarisation régionale, raciale. C'est extrêmement grave dans les élections. Ça rapporte en termes électoraux. Mais c'est extrêmement dangereux pour le pays et c'est même une atteinte à l'unité nationale que d'utiliser les sentiments identitaires dans la compétition électorale. Ceci dit, donc voilà un peu le cadre dans lequel nous voulons envisager ces élections. Maintenant, qui va se présenter? D'abord, moi, je ne me suis jamais présenté moi-même. C'est toujours le parti ou les alliés du parti qui me présentent. Parfois malgré moi d'ailleurs, parce que en termes de préparation, on n'est jamais prêt. Maintenant, je ne sais pas ce que va décider le parti. Le Conseil national doit se réunir bientôt, dans ce mois de mars, et c'est lui qui doit prendre la décision finale sur le candidat du parti. Donc, à ce jour, vous ne savez pas encore si, à 4 mois des élections, si vous serez candidat de votre parti UFP. Nous sommes un parti démocratique, je ne peux pas savoir quelle va être la décision du Conseil national. Vous êtes un parti démocratique, vous êtes à la tête de ce parti depuis sa création. Quand vous regardez du côté de l'AJDMR, où Ibrahim Assar a passé la succession, quand vous regardez du côté du pouvoir, où des hommes se sont renouvelés, en tout cas à la tête du pays à plusieurs reprises, même le parti a changé de nom à plusieurs reprises. Est-ce qu'à l'UFP, vous n'avez pas le sentiment d'un certain immobilisme, même si on vous entend bien, on vous y oblige? Est-ce que ce n'est pas, une défaite quelque part de votre côté de ne pas pouvoir convaincre vos amis qu'il y a d'autres hommes qui sont possibles de mener à bien la barque? Je pense d'abord, je félicite mon ami Sari Brahima pour tout le temps où il a supporté la présidence d'un parti d'opposition, parce que c'est pas facile, c'est pas une sinécure. Deuxièmement, si vous comparez de ce point de vue un parti d'opposition et un parti au pouvoir, vous verrez que le parti au pouvoir change tout le temps de président et que les partis d'opposition, c'est non fréquent. Mais ce n'est pas un critère de démocratie. Ce n'est pas un critère de démocratie. Est-ce que vous pensez que le PRDS ou les partis qui ont succédé après, ou l'UPR, leur changement de président est un signe de démocratie? Troisièmement, le principe essentiel, c'est que la décision, le maintien ou le non-maintien ou le changement d'une présidence, que ce soit une décision démocratiquement prise par les militants du parti. C'est un choix de la majorité du parti. Si ce choix est fait, éprouvé, il n'y a aucune raison pour imposer à une majorité
lui dire vous êtes obligé de changer votre président. C'est à elle de décider. Donc on fait ici une transposition qui n'est pas juste, qui n'est pas valable par rapport à l'État. L'État, c'est effectivement un homme peut être pris pour une période déterminée, mais il ne doit pas s'imposer par les moyens dictatoriaux à se maintenir au pouvoir. Mais un parti comme un parti d'opposition ou un parti comme nous ne s'impose. On n'a aucun moyen de nous imposer, de s'imposer. Il y a un congrès, le congrès, c'est lui qui décide. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une sinecure. Peut-être que chacun pense avoir l'opportunité de se reposer ou d'être dans une posture moins contraignante que le fait de diriger un parti d'opposition. Oui, mais ça n'a pas répondu à une partie de ma question, à savoir, à chaque fois, c'est vous qui êtes quand même réélu à la tête de cette partie, c'est vous qui êtes désigné pour participer aux élections, s'il faut participer aux élections. Est-ce qu'il ne faudra pas peut-être dire aux gens, il faudra peut-être réélire quelqu'un, parce que vous en avez des personnes qui pourraient proposer peut-être autre chose, proposer d'autres choses encore en complémentarité, des choses que vous avez pu ramener au sein de votre parti, l'UFP? Moi, je vous invite à adhérer à notre parti et à proposer ce que vous venez de proposer. J'ai déjà eu l'invitation ailleurs. En tout cas, il vous écoute. En tout cas, il vous écoute actuellement. Merci. Et donc, si votre argumentaire les convainc, on verra au Conseil national prochain qu'est-ce qui va être décidé. En tout cas, moi, je ne ferai pas d'obstacle à ça. Ok, merci beaucoup. Alors, une dernière question avant de passer à la partie arabophone de cette interview. Revenons un peu en arrière sur les thématiques que nous avons évoquées un peu plus tôt. L'institution de l'opposition démocratique se réunit de temps à autre avec les partis de l'opposition. Certains parlent aujourd'hui de deux oppositions, en vous plaçant, vous, comme une opposition plutôt proche du pouvoir. Est-ce vrai? Il y a l'institution de l'opposition qui est créée comme un cadre administratif pour toute l'opposition. Donc, rien ne permet à ce qu'elle se mette au service d'une coalition de l'opposition. D'ailleurs, la loi de l'opposition prévoit l'existence d'une ou de plusieurs coalitions de l'opposition. Mais elle prévoit également une institution qui regroupe et qui est au service de l'ensemble de l'opposition. Donc la situation aujourd'hui n'est pas normale. N'est pas normale. L'institution de l'opposition ne doit pas se mettre au service d'une coalition de l'opposition contre une autre coalition. C'est une attitude qui n'est pas juste et j'espère qu'on mettra fin à cette dérive. Maintenant, nous sommes effectivement deux coalitions. Il y a la coalition qui a une attitude que vous connaissez par rapport aux positions qui est contre le pacte. Et il y a la coalition, nous, le RFD, l'UNAD et d'autres qui n'ont pas un statut officiel, comme la CVE, d'une des CVE. Oui. Nous sommes pour le pacte et nous sommes une coalition aussi, nous sommes un autre camp de l'opposition. Voilà. Maintenant, nous souhaitons que tout le monde accepte de discuter positivement et que nous n'ayons pas une attitude, un clivage qui s'amplifie, certainement au profit du pouvoir, de la majorité qui est en face de nous. Ok.
Merci pour ces questions. Nous allons introduire au moins une à deux personnes pour qu'ils puissent rejoindre le live également, poser quelques questions avant de passer à la partie arabophone qui, je rappelle, sera animée et assurée par mon collègue Braza Khan. Encore merci pour vos réponses. Dans un instant, on attend la demande de Suleiman Sidibé pour le faire entrer pour qu'il pose au moins une question. Vos réponses sont, comment dire, sont pertinentes et puis voilà, ils sont venus quand même ajouter ou en tout cas quelques éléments de compréhension dans la situation politique qui prévaut actuellement au sein du pays. Merci encore de votre temps. J'attends la demande de Suleiman Sidibé pour le faire entrer, pour qu'il puisse poser sa question. Je vois qu'il y a plein de personnes dans le live ici qui ont de l'intérêt pour votre parti, l'actualité qu'il y a aujourd'hui autour de votre parti. J'attends encore la demande de Suleiman Sidibé pour qu'il puisse poser directement sa question. Alors, on nous dit qu'il y a des commentaires assez intéressants à faire passer. Donc, c'est des questions auxquelles le président Ould Mouloud a déjà répondu, à savoir sur... OK. Non, ce n'est pas encore fait. Wow. OK, Suleiman Sidibé nous rejoint dans un laps de temps. Ça va arriver tout de suite et il pourra poser au moins une question. Encore merci de suivre ce live. Merci. J'aurai deux questions précises. Tac, tac, tac. Je pourrais bien lire vos questions s'ils me parviennent ici. C'est une question fleuve. Décidément. Alors, je ne peux pas du tout faire participer Suleiman Sidibé à ce... Bien que je le vois, je ne comprends pas ce qui se passe trop. Et je m'en vais. Tac. Oui, nous attendons vos questions. N'hésitez pas à me laisser les questions directement. Est-ce que, parce qu'il est pratiquement, on a fait 1 heure, oui. Est-ce qu'on ne va pas peut-être laisser la partie arabe à une autre occasion? Dès que ça arrive, dès qu'ils sont là, j'ai posé mes questions. OK. Dès que je vois la question de Braza Khan, comment dire, la demande de Braza Khan également, on passe à la partie arabe de l'interview pour que les gens aussi qui sont locuteurs de cette langue puissent entendre également cela. Comme vous le savez, à RMI, on tient à, en tout cas, informer au maximum de personnes, même si on sait qu'en Mauritanie, il y a plus que de langues que l'arabe et le français. Il y a d'autres personnes également qui sont locuteurs d'autres langues. Braza Khan, j'attends également la demande pour que vous puissiez intégrer le live tout de suite. Et je ne vois pas encore Braza Khan. Décidément, quand la technique ne veut pas parfois, ça ne va pas. Tac. Dans ce cas, je pense qu'on va devoir peut-être... Attendez, je reçois une nouvelle demande. Voilà, Suleiman Sidibé nous rejoint tout de suite et ensuite on passe à la partie arabophone. Bonsoir Suleiman Sidibé. Bonsoir Seydou. Posez votre question sans perdre de temps. On a bonsoir. Votre analyse et votre question si vous en avez. D'accord. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Vous m'entendez bien, c'est bon. Seydou, je ne vais pas être très long, mais j'ai préparé quelques questions, donc tu vas devoir m'excuser. Je serai obligé de les poser.
Donc, on a Monsieur Mohamed Ould Mouloud, qui, si on peut résumer sa vie, est une vie politique. Donc, il a un parcours brillant, on ne peut rien dire, formateur politique et même intègre du MND à UFP. Mais la première question qui me vient en tête, c'est pourquoi il n'y a pas d'alternance politique au sein de l'UFP? Parce que on demande, on veut un régime démocratique, mais la démocratie commence au sein du parti politique. Donc, ensuite, il va répondre à cette question Je- avant de passer à la d'accord, seconde. Mais j'ai déjà d'accord, répondu à la question. d'accord. Ensuite, Et la vous avez, réponse est simple, c'est que la vie démocratique est assurée au sein de l'UFP. Le choix, c'est le choix de la majorité. À chaque congrès, le congrès est totalement démocratique. Et c'est la base, ce sont les congressistes eux-mêmes, sans ingérence de ma part, qui ont décidé de me reconduire à la tête de l'UFP. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas un traitement, je n'ai pas d'avantage matériel, je n'ai pas, j'ai été de tout temps devant toutes les difficultés que rencontre le parti, je suis aux avant-postes. Donc ce n'est pas comme la présidence d'un parti majoritaire ou d'un parti qui a où c'est vraiment des avantages personnels qui expliquent que quelqu'un se maintient. Voilà ce que j'ai comme réponse. Donc c'est la volonté, la démocratie, c'est la volonté de la majorité et la majorité de la base du parti a voulu me reconduire et au prochain congrès, on verra quelle va être la décision. d'accord. Ma prochaine question sera, vous avez parlé de préjudice. De quel préjudice parlez-vous? Moral ou politique? Parce que on remarque bien qu'aux dernières élections, vous avez eu 2%. Donc, je ne sais pas comment un autre candidat ou un autre homme politique pourrait vous porter préjudice par des propos alors que vous n'avez pas un poids électoral aujourd'hui. Donc, l'UFP n'a plus ce poids d'hier. Bon, c'est votre appréciation que nous n'avons pas un poids électoral. Remarquez que 2%, ça fait plus de 20 000 Mauritaniens. Donc, considérer que plus de 20 000 Mauritaniens, c'est peu de choses, c'est votre jugement. Ensuite, nous savons ce qui s'est passé. C'est que le régime passé, le régime de la décennie, avait une cible. Et la cible, c'était l'UFP et le RFD. Et donc, on a eu pas mal de choses de déstabilisation. On a eu également dans les élections, et vous savez très bien que ces élections sont truquées, qu'il y a des manipulations des résultats. Si le pouvoir voulait humilier l'UFP, il ne ferait pas plus, il ferait ce qui a eu lieu. Ça, je ne veux pas dire qu'on aurait un résultat important. Non, moi, je me suis présenté à quelques semaines des élections, donc sans préparation, sans argent. Je ne pouvais pas espérer avoir un résultat significatif, mais pas à ce point. Et je suis sûr qu'il y a eu la manipulation des résultats et nous avons tous à l'opposition, chacun de son côté, tenté de prouver que ces résultats ne sont pas ces résultats et que nous contestons ces élections. Donc il y a une Merci. contradiction entre ceux qui disent que les élections ont été pas transparentes et manipulées, et ensuite dire que non, l'autre, ce qu'il a eu, c'est ce qu'il mérite, c'est ce qu'il a vraiment. Et là, enfin, la dernière réponse à votre question, c'est que nous faisons de la politique, pas pour avoir des postes, pas pour avoir une popularité. Nous avons fait beaucoup de notre temps justement à faire de la politique, sans jamais nous présenter d'ailleurs à une élection quelconque. Je me suis présenté la première fois en 2004, inconnu parce que j'étais toujours pas au devant de la scène. Et donc personne ne me connaît. Et donc pour avoir un électorat, il faut être connu. C'est pour dire que si je faisais de la politique sans chercher la popularité, c'est seulement parce que nous avons un projet national, nous le visons, et c'est ce projet qui est un autre succès, s'il avance, et effectivement, si le pays a des problèmes, c'est aussi une autre difficulté. Quant à réussir, bon, si on a ça, c'est en plus,
Si on y réussit, c'est un plus. Si on ne réussit pas, même si nous n'avons aucun député, mais même si personne ne nous soutient, nous allons continuer toujours. Lorsque nous étions un mouvement clandestin, on n'avait pas un électeur, pas un seul. Et moi, comme dirigeant de ce mouvement, je faisais en sorte d'être inconnu, d'être totalement à l'ombre. Donc, la démarche politique que nous avons n'est pas celle que vous considérez, c'est-à-dire un leader qui cherche à être populaire, etc. Nous, ce n'est pas ça notre souci premier. Évidemment, si on est Mais populaire, on peut mieux faire. je fais quand même, excusez-moi de vous couper, je fais quand même la nuance entre être populiste et être populaire. Parce qu'un projet, quand un parti politique porte un projet, il faut qu'il y ait des adhérents. Il faut aller sillonner le pays, aller partout, aller dans les Hauts, aller dans le Kitimata, aller dans le Fouta, sillonner le pays, proposer et avoir un électorat. Parce que c'est avec l'électorat qu'on gagne les élections. Et l'utilité d'un parti politique, c'est d'aller aux élections. Donc, à quoi servirait un parti politique qui ne va pas aux élections? C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, mais les électeurs ne sont pas obligés d'adhérer à votre projet, ne sont pas obligés de vous soutenir. Et là, vous devez voir qu'est-ce qui ne va pas à votre niveau. Mais ce n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas une compétition de football. En tout cas, si tu n'as pas d'électeurs, si les gens ne te soutiennent pas, tu abandonnes. Comme pourrait le suggérer votre question. Non, non. Moi, j'ai fait la politique sans avoir un seul électeur. Et l'IFP continuera à faire de la politique pour défendre ses idées, pour défendre son projet, pour défendre son programme, pour l'exposer à tout le monde, pour lutter contre les gens qui divisent le peuple, pour lutter contre les gens qui exploitent le peuple, pour essayer d'ouvrir des perspectives à ce peuple-là dont le pays est très riche, mais lui est très pauvre, où les inégalités sont criantes, et continuer à être aussi un aiguillon pour que l'ensemble de la classe politique pose les bonnes questions et prenne les bonnes vous avez parlé. Merci beaucoup. Suleiman, ce sera la dernière question. D'accord, ça sera la dernière question. D'accord. Vous avez quand même parlé d'un projet. L'UFP a toujours défendu, depuis le temps du MND, vous avez quand même beaucoup défendu l'arabisation, et l'arabisation aujourd'hui est un frein à l'épanouissement dans le pays. Au-delà de ça, vous avez dans le pacte républicain, je ne sais pas si vous avez parlé du problème du recensement des déportés, du foncier, et en dernier lieu, si vous avez, bien avant, est-ce que vous avez parlé de l'accès à l'éducation, aux santé, aux structures de nécessité? Est-ce que vous avez parlé de l'esclavage et de la féodalité? Et la dernière question, quels sont vos rapports aujourd'hui avec le pouvoir en place? Que pensez-vous de la gouvernance du président Mohamedou Cheikh Al-Ghazouani? Bon, je regrette que vous n'ayez pas suivi le passage où j'ai présenté les réformes que nous suggérons dans le pacte qui a été signé avec le gouvernement. Je l'ai lu. Et qui comporte des réponses exactes à ce que vous avez dit en termes de langue, ce que nous défendons. Bien sûr, l'arabisation, la langue arabe. Je vais me permettre de préciser une chose et puis de poser une question dans l'officialisation des autres langues nationales. Et d'ailleurs, vous dites, dans le passé, vous ne vous êtes occupé que de l'arabe. Ce n'est pas juste. S'il y a un mouvement qui a entrepris la promotion des langues nationales sans être au pouvoir, c'est le MND. Nous avons fait des écoles de langue nationale dans l'arrière-pays. Actuellement, des paysans et des éleveurs font leurs lettres eux-mêmes. C'est grâce au MND. Nous avons toujours défendu l'enseignement des langues nationales dans la réforme de 80. C'est nous qui avons défendu l'introduction des langues nationales. Les autres camps n'ont pas défendu ça. Les autres camps chacun a dit, il faut faire une école sur l'arabe, et l'autre de dire une école avec l'option française seulement. C'est nous qui avons proposé au comité militaire la nécessité de faire une école sur les langues nationales et d'introduire les langues nationales dans l'enseignement. Ensuite, c'est nous qui avons fait la proposition d'un institut des langues nationales
justement pour accompagner cette réforme. Donc ce que vous dites n'est pas exact. Effectivement, l'arabe est une langue nationale, est une langue de la majorité, qui est officielle, mais dont l'officialisation est folklorique, qui n'est pas réelle. Et il ne s'agit pas, à mon avis, de passer son temps à s'opposer à ce que l'arabe ait la place qu'elle mérite, mais plutôt de faire tout pour que les autres langues nationales occupent leur place aussi et soient officielles. C'est ça le bon combat. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous avons introduit dans le pacte. Je vais poser une question posée par un des téléspectateurs, à savoir Aliké. C'est ma question par rapport à ces rapports avec l'actuel pouvoir. Que oui, pense il relève que vous utilisez la terminologie d'épuration ethnique pour parler des événements douloureux qu'il y a eu en Mauritanie et que dans le pacte, on parle de passif ou bien on parle plutôt soit de passif humanitaire, je n'ai plus la terminologie en tête, ou bien des affaires de droits de l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus ou il n'y a pas un gap entre votre terminologie à vous et la terminologie qui est utilisée dans le pacte républicain que vous avez signé avec les partis? Je dois dire que le pays a fait un très grand progrès. La classe politique dans son ensemble a fait un très grand progrès sur la question du passif humanitaire, sur la question de l'esclavage. Si on se réfère au début des années 90, c'est grâce à l'opposition, grâce à l'UFD, grâce à tout ce qui compose l'UFD, que la force du débat, la force a fini par conquérir les autres acteurs politiques. Et avec la présidence du président Rahmatullah Ali Sidi Cheikh Abdallahi, on est parvenu à un consensus officiel sur le passif humanitaire, sur l'esclavage, à travers la déclaration que le président a faite le 30 juin 2007. Et à travers aussi la session extraordinaire du Parlement durant le mois d'août consacrée à l'esclavage. Et à travers aussi les journées de réflexion sur le passif humanitaire et l'esclavage en octobre 2007, qui a mis en place la feuille de route. Donc il y avait un consensus désormais sur ces questions. Et d'ailleurs, j'ai toujours répété au président Biran qu'il a, lui, qui ne s'occupait pas de ce problème, en tout cas officiellement, il n'avait pas d'instrument pour ça, qu'il a trouvé, lorsqu'il a créé l'Iran en 2008, il a trouvé devant lui un consensus national sur la question de l'esclavage et sur la question du passif humanitaire. Qu'il ne s'agit pas de faire un nouveau clivage sur ce problème-là. Il faut plutôt renforcer le consensus dans le but que ça se réalise effectivement, que les choses progressent. Et donc, dans ce pacte, je dois vous dire que tout le monde considère que l'objectif de ce pacte, lorsque les ateliers auront à débattre des questions qui sont là, c'est justement de régler le problème du passif humanitaire. Il y a d'autres questions de droit aussi, pendant, mais l'expression les droits pendant, ça exprime cela. C'est une formule pour englober tout cela et pour permettre à ce qu'on puisse ouvrir le débat sur cette question, sans qu'il y ait Merci pour votre réponse. Je vais peut-être vous laisser répondre à la dernière question de M. Sidibé. Oui, c'était sur le bilan de l'actuel président mauritanien. Qu'en pensez-vous et quels sont vos rapports actuels avec le pouvoir? Le bilan de la présidence du pouvoir actuel, je la commente comme la commenterait un parti d'opposition. Nous ne sommes pas satisfaits de ça. Pour nous, les grands problèmes du pays n'ont pas encore été réglés. Que ce soit la bonne gouvernance, que ce soit le règlement des problèmes qui empoisonnent l'unité nationale, que ce soit les problèmes des conditions de vie des populations, avec le pouvoir d'achat, avec le chômage, avec la gabegie. Donc, les grands problèmes restent. Et donc, les éléments maintenant, il y a des éléments positifs qui sont apparus dans cette gouvernance. Et la plus
importante, c'est cette ouverture à la discussion, au compromis pour le règlement de ces problèmes. Cette disposition, qui jusqu'à présent a été permanente, mais qui n'a pas encore été exploitée par l'opposition, parce qu'elle est réticente, elle est celle-ci, elle ne veut pas, et donc finalement, on a fait échouer le premier dialogue qui visait justement à discuter des points, et maintenant qu'on a un pacte qui comporte 18 réformes, et il ne reste pour les matérialiser qu'organiser des ateliers, les gens aussi, les partis d'opposition, la majorité d'entre eux, ils disent non, on n'a pas été associés, on n'a pas été associés. Mais c'est secondaire que vous soyez associés par rapport à l'intérêt du pays. Et vous avez été associés, mais vous n'avez pas voulu, parce que l'initiative ne vient pas de vous. Mais pourquoi faire de la question du droit d'auteur une question si fondamentale pour discuter de problèmes d'intérêt national? Il faut quand même que certains disent ne pas avoir reçu même l'invitation. Est-ce que vous le confirmez aujourd'hui? Vous avez contacté invitation de quoi? La plupart des partis. Invitation à quoi? Dans la préparation du pacte. Oui. Dans la préparation du pacte et avant sa signature, nous avons fait le tour de tous les partis d'opposition. Tous les partis d'opposition, nous avons fait le tour. Et nous leur avons dit, voilà, nous sommes en discussion avec le gouvernement sur un premier draft. Sur ces points. Et on leur a décliné le contenu. On leur a dit, c'est un premier draft. Vous êtes invités à vous ajouter à nous et à introduire avec nous ce qui doit être mis dedans et à le signer avec nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? En tout cas, c'est fait la démarche. Ça, c'est fin juillet. Ça, je vous donne des choses précises. Fin juillet, on a fait le tour de tous les partis d'opposition. L'INSAF devait faire le tour des partis de la majorité, mais il a eu des contestations qui le concernent. Ils ont refusé de discuter avec lui. Mais nous, on a fait le tour de tous les partis d'opposition. Ils nous ont promis une réponse et ils ne nous ont jamais répondu. Lorsqu'en fin juillet, c'est-à-dire 2 mois après, fin juillet, on les a vus et on a attendu jusqu'à fin septembre. Jusqu'à fin septembre, on a considéré qu'il y a danger que le gouvernement soit prêt à signer sur ces réformes et qu'on fasse traîner les choses et que finalement, le pacte connaisse le sort du dialogue passé. Donc, on a demandé au gouvernement de passer. Nous sommes d'accord, il faut signer le pacte. Au moins, on aura la certitude que le pouvoir en place a signé et que ces réformes-là ont une chance de voir le jour si vraiment on se penche là-dessus. Mais on a prévu qu'il y ait des ateliers. Et les ateliers devaient aussi être ouverts à tout le monde pour donner le contenu en termes de mesures de concrétisation à tout le monde, la société civile, les partis politiques, les personnalités. Venez, on va discuter de chaque réforme et voir comment matérialiser ça. Lorsqu'on a demandé aussi à ce qu'ils viennent aux ateliers, ils étaient réticents, ils ont continué leur réticence jusqu'à février. Donc on a perdu du temps, même par rapport aux élections, on a perdu du temps. Parce qu'aujourd'hui, si on commence à discuter des élections, on va organiser un atelier actuellement. Le premier atelier va être organisé sur les élections. Mais quel que soit ce qu'on va décider, est-ce qu'on a le temps encore de mettre en place? Pour la mise en place. Pour la mise en place. S'il y a des lois, il faut le Parlement. Il y a des délais, etc., alors que nous sommes déjà dans les élections. Est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est nous-mêmes qui avons porté atteinte à notre propre intérêt en tant qu'opposition. Il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes sur les langues nationales, leur promotion. Je vous ai dit qu'on a écrit qu'ils ont vocation à être des langues officielles. Pour la première fois, un pouvoir accepte cette forme. Et les gens qui se battaient pour les langues nationales et qui en font leur programme essentiel, vous ne leur donnez pas la chance de pouvoir discuter, de pouvoir concrétiser avec le gouvernement. Donc nous, notre problème est là. Le problème, c'est que on s'oppose à l'UFP et au RFD par rapport à des choses qui sont d'intérêt national. Et on nous fait la guerre parce que nous dialoguons avec le pouvoir. Mais dans le même temps, l'opposition, l'institution de l'opposition a fait une déclaration pour dire qu'elle aussi, elle veut le dialogue. Donc le dialogue n'est pas un délit.
Donc, et réfute peut-être le dialogue. Peut-être que cette Vous voulez institution le de dialogue. l'opposition Vous voulez le refute votre dialogue. Non, Le dialogue vous que vous avez pu mener. Tous les partis d'opposition vous disent qu'ils n'ont rien contre le contenu du pacte et qu'ils n'ont rien à ajouter au contenu du pacte. Est-ce qu'ils n'ont Mais- pas quelque chose Donc, oui. Comment Est-ce qu'ils n'ont pas fait finalement quelque chose contre votre parti et le RFD? Ça, c'est Est-ce que le contenu leur convient? Peu importe. L'essentiel, c'est le pacte, le contenu du pacte. Si tout le monde est d'accord sur le contenu du pacte, permettons à ce pacte-là d'être matérialisé. Merci. Permettons d'être matérialisé. C'est tout. Ça, c'est Merci. dans l'intérêt national. Quant à vos critiques vis-à-vis de l'ISP, vis-à-vis des RFD, maintenez-les. Maintenez-les. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Président Mohamed Oulmoud. Merci aussi pour Progrès. On va passer dans ces un instant dans la partie questions. arabophone. Merci, Sidibé. On sera obligé techniquement de mettre fin à ce live. Je vous laisse la parole, monsieur. Je pense que l'arabe, on doit pouvoir le faire une autre fois. Parce que là, on a pris... C'était prévu. Oui, beaucoup plus de temps que prévu. Oui. Ouais, maintenant, on a fait plus d'une heure. Et donc, c'est qu'on entend engagements, encore merci en tout cas de nous avoir accordé de votre temps. On va le programmer dans un second temps voilà. Pour que nos compatriotes arabophones puissent également entendre le son de votre voix, tout votre argumentaire que vous nous avez déployé ici et tout ce que vous nous avez dit. Souleymane Sidibé, encore merci beaucoup d'avoir participé à ce live, d'avoir amené vos questions. Vous, téléspectateurs, on a essayé du maximum qu'on peut de faire entendre votre voix, de poser également les questions que vous avez pu poser dans le cadre de ce live. Mohamed Mouloud, merci beaucoup. Merci vous nous direz prochainement si vous êtes candidat à l'élection présidentielle. En tout cas, on souhaite beaucoup de bonheur à tout le monde, on va dire ça comme ça. Et merci beaucoup d'avoir participé à ce premier RMI Live Politique. Bonne fin de soirée. Merci à vous et merci pour vos questions pertinentes. Merci beaucoup.